À toutes et à tous, bienvenue dans Teouti Sekem, votre chaîne, notre chaîne de réflexion et d'élévation sur YouTube. Historiquement, la femme en général et celle africaine en particulier a toujours joué un rôle stratégique dans la société, dans la communauté tout entière. Elle est à la fois gardienne du foyer, gardienne du savoir et de la terre. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les femmes redéfinissent leur rôle. Elles s'instruisent, elles entreprennent, dirigent et innovent. Alors aujourd'hui, vous avez deviné sans doute qu'il s'agit de la femme, un thème aussi brûlant et d'actualité. La lumière sur la mentalité de la femme indépendante. Lumière sur la mentalité de la femme indépendante fera l'ossature tout à l'heure. Quand on se pose autant de questions, qu'est-ce que cette mentalité de la femme indépendante? Est-elle incompatible à la tradition ou bien aux traditions africaines? Pourquoi suscite-t-elle autant de jugements, parfois de projections, voire même de rejet? Faire une lecture de ce thème, une lecture bien sûr profonde, c'est l'essentiel de ce jour. Accrochez-vous, ça va déménager. Chers internautes, si vous appréciez notre travail de restauration de la pensée originelle, soutenez Teouti Sekem financièrement, moralement ou matériellement, comme le fait bien sûr le promoteur de ce beau village qui nous accueille. Il s'agit bien sûr du village Bantou. On fait un coucou à ceux qui sont en RDC, en Suisse, en France, ici même au Cameroun et partout ailleurs, en particulier au Cameroun et en Afrique. Chaque geste contribue à maintenir ce canal d'éveil actif et autonome. Contactez-nous au plus 237 655 74 27 84 ou au plus 237 676 40 74 40 pour vos soutiens au partenariat. Pourquoi pas? Merci, merci infiniment. Vous l'avez sans doute déjà vu sur Teouti Sekem, il s'agit de notre frère, le Shemsou Hall, frère Tot. Otep à vous. Otep Shemsou Maat, Maatomba. Maman Konmin Besse, Mitovo, bien Ametan, Avoniut, Aminami Seminasi. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. J'aimerais aller dans ton sens. Oui. En invitant les frères et les sœurs qui aiment bien le travail que je fais à nous soutenir avec de la logistique, puisque pour nous déplacer, nous sommes obligés d'employer les taxis, parfois les motos, parfois on marche et la logistique elle-même n'est pas complète. Nous avons besoin de plusieurs caméras pour filmer sur plusieurs plans. Nous avons besoin des drones pour avoir des vues aériennes. Nous avons aussi besoin, pourquoi pas, d'un véhicule. Aussi simple soit-il, ou aussi luxueux que soit-il, qui pourra nous permettre d'aller peut-être au bord de la Sanaga, le plus grand fleuve du Cameroun, pour aller faire des images là-bas, parce que c'est à environ 100 km de Yaoundé. On ne peut pas payer ça de nos propres poches, c'est-à-dire qu'on paye un si long transport pour aller là-bas. Il faut arriver, il faut manger, puisque nous allons passer toute la journée. Il faut rentrer avec la fatigue et tout ça. Et parfois, pour trouver le véhicule, là, sur place, au bord de la Sanaga, ce n'est pas évident. Pourtant, si nous avons notre propre véhicule, on a la possibilité de faire tous ces parcours. Aller mais aussi peut-être même au fleuve Congo, au Congo RDC. Hein? On traverse la frontière. Donc on aimerait produire des choses beaucoup plus attrayantes
Mais nous nous retrouvons en train de dépenser nous-mêmes en argent, en énergie, en temps, et nous diffusons aussi la connaissance gratuitement. Donc la communauté kamite quand même devrait prendre conscience de ça. Les gens vont nous demander, mais est-ce qu'on a besoin de votre connaissance? Bon, les gens qui vont poser cette question, ce sont peut-être des personnes qui vont me découvrir pour la première fois. Tout à fait. Mais les gens qui m'écoutent depuis près de 10 ans ne pourront pas se poser ce type de questions, puisque ces personnes auront bénéficié de mes lumières qui leur auront permis de comprendre beaucoup d'aspects de leur vie et d'améliorer ces aspects, de se connaître et de pouvoir s'améliorer. Et beaucoup de vies ont changé suite aux enseignements que je diffuse. Donc si les gens tirent profit de ces enseignements, tant dans le domaine scientifique que dans le domaine spirituel, alors ces personnes, leur conscience devrait les interpeller. Parce que l'œuvre que je mène, ce n'est pas une œuvre pour mes intérêts personnels. C'est une œuvre pour la communauté noire tout entière. Que ce soit celle qui habite la terre africaine ou alors celle qui est en terre européenne ou américaine ou asiatique. Tout ça, ces émissions que nous diffusons, vont dans toutes les sphères. Donc il est vraiment moralement juste de reconnaître ce travail de titan que nous menons. Parfois, nous avons des problèmes dans nos familles. Mais quand on a déjà programmé qu'il faut venir parler à la communauté noire, on laisse d'abord ces problèmes, on vient finir ce qu'on a à faire, et puis on retourne régler nos problèmes. Puisque on ne peut pas épuiser tous les problèmes en une journée. Donc il faut aussi faire la part des choses. Donc nous sommes restés fidèles à nos téléspectateurs, à nos chers abonnés. Oui. Et nous interpellons aussi ces abonnés de partager les émissions que nous diffusons, de liker et de s'abonner, d'appeler aussi leurs amis, leurs membres de famille à s'abonner, à liker et à laisser des commentaires. Donc, vous pouvez donc faire des dons via les contacts que la sœur Marthe venait de donner. J'aimerais aussi, une fois de plus, marteler les cours sur les textes sacrés que je fais. Il y a des gens qui sont dans la confusion. Quand je dis que je fais les cours sur le décryptage des textes sacrés, les gens viennent m'écrire pour me dire que je fais la traduction des hiéroglyphes et qu'ils veulent venir apprendre la traduction des... Je ne sais pas comment les gens comprennent souvent. Il dit décryptage des textes sacrés, ça veut dire quoi? Si tu prends les textes des pyramides, chapitre 1, tu expliques la dimension symbolique, métaphysique et mystique de la chose, afin de permettre aux gens de comprendre la profondeur de nos textes sacrés, en rapport avec la connaissance de nous-mêmes, en rapport avec la connaissance de l'univers et en rapport avec la connaissance de la divinité dans sa vraie nature. C'est ça le rôle de ces cours. Net comme les chrétiens ont les cours sur l'exégèse de la Bible. Est-ce que c'est la traduction de la Bible? Est-ce que l'exégèse de la Bible, c'est la traduction de l'araméen en grec ou en français? Il ne faut pas faire l'amalgame. On parle du décryptage, c'est-à-dire l'explication du contenu spirituel qui nous permet de nous connaître, de connaître l'univers et de connaître la divinité. C'est tout. Donc, ces cours, je les ai lancés, ça fait déjà 4 mois. Il y a la première vague qui a dépassé les 3 mois. Et la première vague, et qui ont renouvelé leur trimestre. Il y a certains qui ont renouvelé, pas tous. Parce que, je ne sais pas, tu sais, les gens aiment aussi souvent seulement recevoir. Ils reçoivent. Et c'est aussi vrai que certaines personnes puissent traverser des moments difficiles. C'est pas parce qu'on est en Europe ou en Amérique ou en Asie qu'il n'y a pas de difficultés. Il y en a partout. Moi, j'ai eu des élèves à l'époque, en 2019, 2020, qui étaient en Europe, qui étaient incapables de payer 15 000 francs de cours par mois. 15 000 francs. Et là, c'était les cours que j'envoyais par WhatsApp, les cours en version PDF. Là, nous sommes sur Zoom. Ça veut dire que j'ai ma connexion, que je dépense. Et le cours s'étale à 2 heures de temps. Il y a mon énergie que je dépense, parce que le cours sur PDF, j'ai déjà conçu le cours. Donc, je t'envoie juste. Donc, ça a un prix forcément réduit. Mais le cours sur Zoom, je dépense en crédit Internet, oui, je dépense en énergie et je dépense en temps. Et la connaissance aussi, qui est un plus, le plus maximal. Donc c'est pour ça que c'est élevé à un certain taux. Donc,
les gens qui sont intéressés pour faire ces cours peuvent donc nous contacter via les numéros que tu viens de donner là. Et en nous laissant un message WhatsApp, nous allons leur donner les modalités. Il y a la première vague et il y a maintenant une deuxième vague. Dans la deuxième vague, il y a déjà aussi un certain nombre de personnes qui s'est inscrites. Et une fois que je vais atteindre le quota escompté, je vais lancer les cours avec la deuxième vague. Donc, ceux qui aimeraient faire partie de cette deuxième vague peuvent nous contacter. Et puis, on va les regrouper. Et ce sont des cours groupés, en groupe. Donc, on va débuter. Si les gens s'inscrivent dans des jours qui viennent, et si la semaine prochaine, 5 ou 6 personnes s'inscrivent, je lance les cours parce qu'il y a un certain quota que j'ai déjà pour la deuxième vague. Si 5 ou 6 personnes s'inscrivent la semaine prochaine, je lance immédiatement avec la deuxième vague. Et généralement, on aura cours les samedis. Parce qu'avec la première vague, j'ai cours avec les dimanches. Donc, aidez-nous, soutenez-nous. J'ai toute une équipe. J'ai Matomba, j'ai moi-même, j'ai le frère Souvi. Il y a une abonnée qui a d'ailleurs demandé que tu viennes te présenter. Tu vas donc venir te présenter ici, toi le technicien. Souvi. Oui, Souvi. Tu as 1 minute pour saluer les abonnés et pour qu'ils sachent qui est à la cuisine. Celui qui prépare la marmite et après avoir capté tout ce qu'on dit, qui part faire dans les montages et tout ça pour venir permettre à la communauté. Habillage et tout voilà. qui vient avec. Donc, le frère Souvi, vous tu avez peux venir le plateau de Teouti Sekem. Voilà. Tu dis au TEP aux abonnés. Au TEP à tous, au TEP aux abonnés, Teouti Sekem. Merci de me présenter devant vous aujourd'hui pour cette opportunité. Merci Frère Tot. Merci Mahatomba. Je suis souverain, le tempétiste, l'artificier, tube-maker, hitmaker, faiseur de tempêtes, tombeur de pluie. Et, comment dire, fier partisan de la cause. Et voilà justement pourquoi je soutiens l'initiative. Je vous dis merci et je ne vais pas monopoliser la parole. Merci pour ceux qui ont vu ma tête et bonne continuité pour l'émission. Au TEP, au TEP. Au TEP, on va aussi accueillir le promoteur du village Bantou qui va aussi venir faire un tour et se présenter. C'est très important. Oh, bon, apparemment, il n'est pas en condition physique parce qu'il est en train de travailler. Il y a les jardins partout. Donc, il n'est pas en condition physique de venir se là. Ben, prochainement, ça va se faire. Donc, vous voyez, c'est lui, le gazon là partout. Il travaille. Il fait du bon travail. C'est très beau. Voilà, c'est très beau ici. Hein. Donc, quand les Kamites arrivent au pays, ils peuvent me contacter pour qu'on fasse aussi un tour ici. Voilà. On peut venir faire le barbecue avec beaucoup de choses et du bon vin. On partage une bonne balade et des entretiens. Dans un endroit comme celui-ci, les entretiens sont encore beaucoup plus naturels. Donc voilà ce que je pouvais dire à notre internaute. Chers internautes, vous êtes au village Bantou. Alors, Frère Tot, notre thème de ce jour, on va parler de lumière, on va parler bien sûr de mentalité et surtout quand il s'agit de la femme indépendante. Pour apporter les bases, bien sûr, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est la clarté. La lumière, c'est l'ouverture de la vue. La lumière, c'est la révélation. C'est le dévoilement. C'est ça la lumière. Voilà ce qu'on peut dire. On ne va pas trop s'étendre sur le concept. Lumière, c'est dévoiler, comprendre, clarifier. Voilà. Alors, on a parlé de mentalité tout à l'heure. C'est vrai que dans les précédentes émissions, on a évoqué, on a parlé de mentalité. Mais dans le cas précis de la femme indépendante, la mentalité, c'est quoi? La mentalité, c'est la manière de penser, la manière de raisonner, la manière d'agir, de se comporter. C'est ça la mentalité. Parce que c'est sur la base de la mentalité que tout comportement émane. Donc la vision qu'on a de la réalité, en rapport avec nous-mêmes, en rapport avec la société, en rapport avec la nature. Donc c'est ça qui structure une vision qui devient une mentalité. C'est-à-dire une manière de comprendre les choses et de raisonner sur la base de ce qu'on aura compris, en fonction de ses capacités intellectuelles et en fonction des observations qu'on aura faites
et en fonction aussi des expériences personnelles que les uns et les autres, les unes et les autres auraient eues. C'est ça qui constitue la mentalité, c'est-à-dire une manière de voir et une manière de raisonner. Voilà. Enfin, femme indépendante. Ou bien vous préférez qu'on commence d'abord par définir la femme ou bien Oui, bien sûr. Il est important de définir la femme. Bon, mais tout le monde, quand on dit femme, woman, en anglais c'est woman. Donc, la femme est le féminin dans le règne humain, ou tout au moins dans la catégorie de ce qu'on appelle homme. La femme est le féminin de l'homme, tandis que l'homme est le masculin. Donc, on a là le mâle et la femelle. Le mâle qui est l'homme et la femelle qui est la femme. De même que chez les ruminants, nous avons par exemple le bouc et la chèvre. Voilà. Donc, chez les carnassiers, nous avons le lion et la lionne. Donc, chez les humains, la femme est la gente féminine ou alors le féminin ou la femelle, en ce qui concerne les humains. Voilà. Alors, on va véritablement, l'objectif d'aujourd'hui sera structuré sur la mentalité, le modèle de la femme, hein, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit africaine, mais on va plus s'appesantir sur la femme africaine. Mais avant d'y aller, nous allons d'abord voir la vision occidentale de la femme africaine. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas la vision occidentale de la femme africaine, c'est la vision occidentale de la femme. De la femme, ok. D'après les occidentaux. Mais on a oublié de définir indépendante. Indépendante signifie qui ne dépend que d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin des choses, elle n'a pas besoin de s'accrocher sur quelqu'un. Que ce soit un membre de la famille, que ce soit même un homme, que ce soit un ami. Elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle se suffit. La femme indépendante, c'est celle qui se suffit elle-même, qui n'a pas forcément besoin des autres pour réaliser ces choses. Voilà. Donc, en ce moment, il y a deux choses qui passent au second plan. C'est-à-dire la compagnie. La compagnie n'est plus nécessaire. Que ce soit la compagnie avec les membres de sa famille, ou la compagnie avec un homme, c'est-à-dire un amant ou un amoureux, ou la compagnie avec un ami quelconque. Voilà. Ou même la compagnie, je vais plus loin, avec la société. C'est-à-dire que même elle n'a même pas besoin de la société, puisqu'elle est indépendante. Voilà. Donc maintenant, chez les Occidentaux, la femme est, puisque l'Occident a hérité de la culture judéo-chrétienne, mais même avant, quand on entre dans les cités grecques, la femme était secondaire. La femme n'avait pas accès aux choses de la cité. C'était les hommes et même les esclaves n'avaient pas accès aux choses de la cité. Les étrangers n'avaient pas accès aux choses de la cité chez les Grecs. Et c'était la même chose chez les Romains. Donc il y avait les étrangers, il y avait les esclaves, il y avait la femme et il y avait les enfants qui n'avaient pas accès aux choses de la société. Donc la femme en ce moment jouait un rôle vraiment seulement au niveau du foyer pour pondre les enfants. Et ils allaient plus loin. Ils choisissaient la femme. Quand vous voyez des séries telles que Spartacus, hein, il y a une série là qui reproduit la manière dont les Romains traitaient les femmes. Ils les traitaient comme des prostituées. Et c'est la mentalité là qui a été inculquée aux Africains. C'est-à-dire que les Africains ont copié cette sale mentalité. C'est-à-dire que dans les cercles du pouvoir, on peut utiliser la femme. C'est-à-dire qu'un homme peut utiliser sa femme pour trouver des faveurs. C'est-à-dire qu'il envoie sa femme coucher avec un ministre. Comme il a une belle femme, il envoie sa femme coucher avec un PDG, avec un directeur. Ou alors, c'est le directeur lui-même qui sollicite la femme de l'autre pour soumettre son sujet. Parce que pour soumettre un homme, il faut montrer que tu peux prendre sa femme. Et tu peux même la pilonner devant lui. Voilà. C'est encore très grave quand la femme est consentante. C'est-à-dire que elle porte ses propres pieds, ça porte des étoiles pour aller l'ouvrir volontairement. C'est la pire des humiliations qu'un homme puisse subir. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la pire. La pire, c'est que quand on pilonne sa femme là, qui est consentante là, maintenant lui-même on le passe aussi à la casserole. C'est-à-dire qu'il passe sur la table de chirurgie, où on le pilonne aussi lui-même.
et on le réduit devant sa propre femme. On le ridiculise devant sa propre femme. Voilà à quel niveau la mentalité occidentale est arrivée. Et ça a commencé avec les Grecs, les Perses, les Romains. Et l'Occident a hérité ça. Maintenant, lors de l'impérialisme, l'Occident a répandu ces mœurs à travers les marionnettes que l'élite coloniale choisissait pour les basses besognes du relais du règne des colons. Parce qu'à un certain moment, quand les colons n'étaient plus là, ils devaient laisser des laquais qui devaient perpétuer leur éducation, leur mentalité, leur mœurs et tout ça. Oui. C'est ce dans quoi nous sommes actuellement. Tous les politiques africains, dès que tu enlèves le jeune Traoré, j'espère que d'ici 2 ans, il ne va pas aussi changer l'âme des peuples. Mais pour l'instant, il est arrivé, il n'est pas arrivé par le parachutage des Occidentaux. Il est arrivé parce qu'il y avait déjà une frange de jeunesse éveillée qui a suivi le modèle de Sankara et qui a décidé de prendre, d'assumer ses responsabilités. Et donc, ils ont pris le pouvoir et le peuple s'est aligné. Donc, je suppose, et je pense profondément, mais je ne peux pas dire ça de manière absolue. Parce qu'il y a toujours un arrière-fond caché qu'on ne maîtrise pas. Mais d'après ce qui s'est présenté à nous, depuis 3 ans déjà, ces jeunes, s'ils étaient vraiment alignés à la logique coloniale, on n'aurait pas vu des chefs d'État de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Bénin, créer une coalition pour les renverser. Avec l'autre qu'on appelle Assimi Goïta, du Mali. Moi, j'ai un problème avec Assimi Goïta jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a fait au doyen Ndoumbi Fakoli, jusqu'aujourd'hui, je lui en veux. Et il y a beaucoup d'afro-descendants et d'Africains noirs qui lui en veulent. Parce que, en tant que leader politique, il doit protéger des intellectuels, comme Ndoumbi Fakoli. Ndoumbi Fakoli a produit plus de 30 ouvrages où il apporte des lumières sur la pensée africaine. Il a laissé une maison d'édition. Ça doit faire l'honneur du Mali. Et Ndoumbi Fakoli est un défenseur de la culture africaine. Tu ne peux pas dire que tu es africain. Tu es un leader politique. Et tu as quelqu'un qui défend les valeurs culturelles africaines et qui combat l'idéologie étrangère qu'on appelle l'islam au nom de toi-même, l'attachement que tu as à cet islam et de l'influence que tu reçois de ce qu'on appelle les guides religieux, les imams. Tu abandonnes une icône comme Ndoumbi Fakoli. Ça nous a beaucoup fait mal. Au point où il a été enterré à l'étranger. Il a d'abord été emprisonné au Mali, plus relaxé puisque nous avons lancé l'appel solennel. Et j'avais fait une émission sur la plateforme du frère Mobali Makassi, où j'avais lancé l'appel solennel pour qu'on libère Ndoumbi Fakoli. Une semaine plus tard, on l'a libéré. Je ne sais pas si c'est mon appel qui a été entendu au Mali, ou alors c'était une coïncidence. Mais je présume que les gens avaient déjà lancé les appels depuis. Ça ne s'est pas passé. Peut-être que j'ai une parole qui fait vibrer les cœurs et les consciences. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais malheureusement, après la sortie de prison, Ndoumbi Fakoli a été évacué. Et quand il fallait qu'il rentre, il est décédé là-bas. On a bloqué. On dit qu'il ne rentre pas. Il dérange les gens. Puisqu'on va lui rendre des hommages. Et ça va déranger les musulmans, les imams, les radicaux là. Donc on a dit à Assimi Goïta que il ne faut plus qu'il revienne ici. Et comme Assimi Goïta aime Allah et le Coran, il a dit que non, c'est bon. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce geste-là du gouvernement malien, puisque c'est lui qui prend la dernière décision. Donc ce geste vraiment a réduit son image. Parce que pour moi, il faisait partie de la jeunesse montante qui apporte le changement. On va nous dire non, vraiment, on ne doit pas se limiter à des considérations de ce genre. Parce que le combat du gouvernement malien, du pouvoir politique malien actuel, s'étend au-delà des considérations culturelles, hein? Au-delà des considérations racistes. Et que lui, il mène un combat noble parce qu'il milite pour l'expulsion de l'influence, l'éviction
de l'influence coloniale au Mali. Et qu'il a participé à la création de l'AES avec Tiani au Niger. Et que l'œuvre qu'il mène est bien supérieure à l'œuvre que Ndoumi Fakoli lui mène depuis. Parce que c'est une œuvre nationale. Mais là, c'est méconnaître la dimension intellectuelle et la production intellectuelle. C'est l'école qui forme les gens. Assimi Goïta est à l'école. S'il n'y a pas les enseignements, Assimi Goïta devait même parler français. Il devait même lire l'arabe. Il devait s'exprimer en public. Donc l'école, Ndoumi Fakoli était un enseignant. Et dans la société, il y a 3 corps majeurs auxquels il faut tirer révérence. Le premier corps, ce sont les enseignants. Le deuxième corps, ce sont les médecins. Le troisième corps, c'est l'armée. Voilà les 3 corps fondamentaux auxquels il faut tirer révérence. Parce que même les médecins se font former par les enseignants. Même les militaires se font former par les enseignants. Tous les autres, les artistes se font former par... Donc d'abord les enseignants. Ensuite les médecins, ceux qui prennent soin de nos corps et de notre santé. Ensuite, ceux qui protègent, c'est-à-dire l'armée. Voilà, quand vous avez compris ça, vous ne pouvez pas blaguer avec ces 3 corps. Donc moi, l'enseignant qui parle ici, sincèrement, je dois être vénéré. Le médecin doit être vénéré. Le militaire, à juste titre, c'est-à-dire au titre de l'œuvre qu'il mène pour la communauté. Il ne travaille pas que pour lui. Donc, humilier une icône de la Renaissance africaine comme Ndoumi Fakoli, au nom d'un panafricanisme qui marginalise le volet culturel et spirituel. Je m'inscris moi-même à marge de ce type de panafricanisme-là. C'est la raison pour laquelle ma personne préférée, c'est Ibrahim Traoré. C'est vrai, il est encore musulman, mais il a posé des actes concrets en donnant un jour de commémoration pour nos ancêtres, en tenant des discours pour la valorisation de l'identité du peuple noir, de la promotion de la culture africaine. On a suivi beaucoup de discours et il met des choses en pratique. Donc voilà quelqu'un qui nous inspire. En fait, pas qui nous inspire, qui suit notre voie. Parce qu'Ibrahim Traoré, c'est mon petit frère en âge. Je pense qu'il n'a pas encore 40 ans. C'est mon petit frère. Mais il est brave, il est intelligent et il est un leader charismatique que nous devons soutenir. Donc, des gens comme cela, nous en avons besoin au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale et tout ça. Mais qui ne vont pas mépriser leurs aînés. Je ne pense pas qu'Ibrahim Traoré, ayant pris le pouvoir, a commencé à mépriser ses aînés. Il a pris ses aînés en considération et il a œuvré pour le maintien du respect de ses aînés. Donc si aujourd'hui, on voit aussi une figure montante qui n'est pas forcément identique à Traoré, qui n'a pas 38 ans ou 36 ans, qui peut même avoir 40 ans ou 50, ou même 70, mais qui a la vision pour nous d'abord libérer de l'influence occidentale à tous les niveaux. Parce que là, il faut que les leaders politiques, là, les gars qui disent qu'ils partent battre campagne, là, qui veulent devenir des chefs d'État, nous avons besoin d'une libération intellectuelle. Nous avons besoin d'une libération culturelle, la culture occidentale. Nous avons besoin d'une libération spirituelle, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Amok, Max Handel, les mouvements gnostiques et tout ça. Nous avons besoin d'être libérés de toutes ces influences néfastes. On a donc besoin d'un leader politique qui est enraciné, c'est-à-dire un vrai fils d'Afrique, et qui est structuré mentalement, comme un vrai fils d'Afrique doit être structuré mentalement, et qui a le charisme de regarder les Occidentaux en face en leur disant « Nous avons notre spiritualité, nous avons notre vision du monde, nous avons notre approche de la science, nous avons notre approche de la politique, de l'économie, et nous devons implémenter notre savoir. » Il y a beaucoup d'auteurs, d'intellectuels africains qui ont écrit sur l'économie, sur la politique, sur la spiritualité, et tout ça. Je fais partie de ceux qui ont écrit sur la métaphysique, sur la spiritualité et les questions de culture, à travers des articles qui ont été publiés. Donc, sans mâcher nos mots, nous avons donc besoin d'un leader qui va prendre ce relais. Bon. Au Cameroun actuellement, celui qui est là, bon, il est à cheval entre, il dit qu'il est à cheval entre la culture africaine et la culture occidentale. Bon, on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est la 4e génération. Donc, il a reçu une forte influence des colons. Parce qu'à l'époque, les Blancs étaient encore ici. Oui, oui. Donc, il n'est pas comme nous. Nous, au moins, on est entre nous là. À l'époque, les Blancs étaient des prêtres. Les Blancs étaient des maires
ils étaient des enseignants. Des enseignants. Et puis, à un certain niveau d'études, ils partaient terminer leurs études chez les Blancs. Donc, c'est différent. Nous sommes actuellement dans un contexte où eux, ils ont été façonnés d'une certaine manière et nous, on a une approche totalement différente. Encore que même quand tu écoutes les gars comme Obenga, Cheikh Anta Diop, ils n'étaient pas très radicaux. Je pense que Cheikh Anta Diop, à un certain moment, a quand même atteint un niveau de radicalité. La radicalité, ce n'est pas l'extrémisme. Être radical, c'est prendre les choses à partir de la racine. Parce que l'arbre pousse à partir de la racine. Et il y a la racine mère, qui est donc l'esprit commun, la conscience collective, l'âme collective du peuple noir, qui se fonde sur la mémoire historique, sur les habitudes alimentaires, les langues, les rites initiatiques et la gestion de nos communautés, de nos sociétés. Donc, voilà l'âme qu'il faut ressusciter en Afrique. Donc, il y a une période de transition entre les héritiers de la colonisation, qui nous gouvernent encore actuellement, au Cameroun et partout. Même ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon, ce sont les mêmes gens. Parce que c'est des gars qui sont dans les choses d'ésotérisme occidental. Voilà. Et donc, il faut donc une transition paisible, où il y aura donc une nouvelle vague qui prend ses distances vis-à-vis de l'âme polluée des colons et des Hébreux là, et des Arabes là, l'âme polluée, pour restaurer l'Afrique dans sa plénitude, dans ses racines, dans son essence. Afin que l'Afrique commence à rayonner à nouveau à partir d'elle-même. Et que ce rayonnement authentique et véritable puisse servir d'exemple aux peuples occidentaux qui sont actuellement en décadence. Parce que la guerre en Ukraine en est une preuve. Ils ont dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il ne devrait plus avoir de guerre en Europe. Voilà, depuis 4 ans environ. La guerre au Proche-Orient, Israël et Iran, Hezbollah, Palestine et tout ça. Les tentatives de guerre au Venezuela, parce qu'il y a les navires de guerre américains qui sont aux Caraïbes, là, à côté du Venezuela. Et avec les chasseurs bombardiers, prêts à aller déchouquer Maduro de son palais présidentiel. Mais Maduro lui-même, il n'est pas un enfant de cœur. Il a mobilisé une armée de 200 000 soldats. Il dit donc à Trump que, come and test me, nigga, you're going to find me. Come and test me, I'm waiting for you, man. Come. Donc, et Poutine lui envoie des petits trucs de temps en temps, des Iliochines, des portes, on appelle ça des avions cargo qui transportent les armes, qui atterrissent là-bas pour déposer les trucs, qu'au cas où Trump vient s'aventurer, hein, le chien va mordre sa bouche. On t'a envoyé ou bien tu es venu confirmer ce que je dis. Donc, en fait, voilà la situation mondiale, un monde en décadence, avec les LGBT qui nous disent que la nouvelle direction du monde, c'est la direction là. C'est-à-dire l'humanité évoluée doit tendre vers ça. Quiconque veut se lever, on va dire qu'il est homophobe, il est machin contre les valeurs universelles et tout. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Il est donc important qu'une civilisation ancienne qui serait régénérée, c'est-à-dire la civilisation africaine, qui est reconnue via la civilisation nubo-égyptienne, via la civilisation sumérienne, via la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa. Parce que cette première civilisation, ce sont les civilisations noires qui avaient intégré des valeurs et qui ont permis à ces civilisations de vivre pendant des millénaires en harmonie avec l'univers. Que cette civilisation antique, c'est-à-dire noire, régénérée, c'est-à-dire tenant compte du contexte socio-politique actuel, puisse rayonner à nouveau comme un exemple pour montrer une nouvelle direction à l'humanité en perte de valeur. Voilà. Alors, on va poursuivre cette fois-ci. Vous avez parlé de façon générale de la femme, c'est-à-dire que la femme était chosifiée. Oui. Et même jusqu'aujourd'hui, pour conclure par là, jusqu'aujourd'hui, c'est tout récemment que les femmes ont commencé à voter. En France, hein, vers les années 1940, 45, machin. Oui. En Europe même en général, que la femme a commencé à avoir droit aux choses publiques. Donc, on se rend compte que la femme a commencé à acquérir ses libertés très tardivement là-bas. Très. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement qu'on appelle le féminisme est né.
où les femmes disent maintenant qu'elles revendiquent leurs droits pleinement. Voilà. Alors, quel est votre avis de ce féminisme présentement ou bien actuellement parlant? Le féminisme est une tendance révolutionnaire née en Occident. Et le féminisme n'a rien à foutre, n'a rien à voir avec l'Afrique. Sauf si nous tenons compte du fait que via l'islam et le christianisme et via la colonisation, oui, les Africains ont commencé à adopter une mentalité patriarcale. Ils ont commencé à dire la femme elle doit être soumise à l'homme et que même la femme est l'origine du péché. C'est-à-dire que les Noirs ont intégré les élucubrations de la Bible et du Coran que j'ai dénoncé dans plusieurs émissions. Que la femme est sortie de la côte de l'homme. Tout ça, j'ai dénoncé ça, j'ai démenti ça. J'ai démenti ça sur la base des preuves scientifiques et sur la base de l'ordre de l'univers. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Le féminisme, donc, qui est un mouvement révolutionnaire où la femme revendique ses droits, nous a amené au point où la femme réclame l'égalité. Elle a d'abord commencé à réclamer l'égalité avec les hommes. Et cette égalité implique quoi? Ça implique des catastrophes. On a commencé à voir des femmes qui font l'haltérophilie. Les disciplines. C'est-à-dire qu'elles portent le poids. Elles soulèvent comme ça. Une masse de fer. Jusqu'à la poitrine, les seins disparaissent. Tu vois ça? Elle a les cuisses comme ça. Après, elle fait comme ça là. Ça, c'est quoi? Le jar là. Je peux toucher le jar là. Ça, c'est derrière le caillou, c'est la pierre. Ou d'autres qui disent qu'elles jouent au football. Voilà. Et c'est là-bas qu'on trouve beaucoup de lesbiennes. Elles se font ça entre elles. Donc, une femme devient musclée, comme ça là, avec les mollets rassis. Voilà. C'est-à-dire que les femmes, on dit qu'elles doivent intégrer tous les corps des métiers. Voilà. Tous les corps des métiers. Ça, ce sont les dérives du féminisme. C'est-à-dire que le féminisme, la réclamation de l'égalité a entraîné des dérives comme celle-là. On te dit que la femme là, est pleine de testostérone. Donc, elle doit porter le poids pour devenir musclée. Et c'est aller plus loin. Maintenant, elles disent qu'elles changent maintenant de sexe. Elles ne veulent même plus. Au nom du féminisme, hein, elles deviennent maintenant des hommes. Avant d'en arriver, on voit morphologiquement quand peut-être une femme fait un enfant, si c'est une femme, il y en a, vous ne pouvez pas rejeter cette thèse, c'est qu'il y a certaines filles qui naissent avec des hormones mâles. Non, ce n'est pas, les hormones mâles. C'est le taux élevé. Il y a la progestérone et la testostérone. Oui. Si la jeune fille est née vigoureuse et dynamique, c'est-à-dire qu'elle est pleine d'énergie, ça ne veut pas dire qu'elle a les hormones mâles. Elle peut peut-être avoir un peu de barbe et peut-être un peu formée comme un homme, mais quand elle est éduquée à être une femme, elle sera une femme. Le problème n'est pas la morphologie de naissance. Oui. Le problème, c'est la canalisation psychologique. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Tu vois? Donc, on va revenir sur la société africaine pour expliquer ça. Ce n'est pas parce que un enfant est né avec des traits efféminés, un garçon est né avec des traits efféminés, qu'on va dire qu'il doit devenir une femmelette, une tata. C'est-à-dire que quand elle passe, on gifle, on gifle ses fesses, il saute comme ça. Là, il dit, voilà. Donc, c'est pas ça dans nos sociétés. Chez nous, il y a la formation physique et la formation psychologique. Et parfois même aussi, certains enfants, avant de venir, avant de naître, avant même d'être conçus, de se développer, les voyants voyaient si c'est un mauvais esprit qui vient pour perturber la communauté, on le renvoyait là où il venait. Donc tu vois que le spirituel et le scientifique étaient imbriqués et restent toujours imbriqués dans nos sociétés. Donc, les naissances bizarres là, les enfants serpents, les enfants efféminés des femmes, les femmelettes ou des hommes, sincèrement, les sociétés encore bien organisées de l'Afrique s'arrangeaient à empêcher ce type de naissance. Ils anticipaient. Parce que les voyants voyaient avant que l'événement se produise. Et on prenait des dispositions. Il y avait même des rituels. Ces rituels existent encore actuellement. Que si c'est une femme qui était dans le ventre, qu'on a vu qu'elle va naître femme, on fait un rituel. Quand l'enfant naît, il naît un garçon. Si c'était un garçon, si on veut que ce soit une femme, on fait le rituel. Donc il y a une période où
il y a une phase de transition au niveau des sexes. Oui. C'est la période là qu'on fait le rituel. On ne fait pas le rituel à n'importe quelle période quand le sexe s'est déjà formé, non? Voilà. Donc, il y avait une canalisation mystique et une canalisation physique. C'est à travers les exercices, la formation et l'orientation vers les métiers et une canalisation psychologique. Comment une femme doit se comporter, comment un homme doit se comporter. On va revenir dessus quand on va parler de la femme africaine. Donc, en réalité, pour revenir, le féminisme dit donc que, au nom de l'égalité, la femme a le choix de devenir homme. Elle a le choix de pratiquer tous les métiers. Elle a le choix de réclamer sa liberté au point où elle n'est pas obligée de se marier. Elle n'est même pas obligée de faire des enfants. Voilà. Voilà. Elle peut aussi choisir de devenir lesbienne. C'est-à-dire, comme les hommes... Aller avec une autre femme. Aller avec une autre femme. Comme les hommes vont avec les Voilà là où le féminisme nous allons mener. Au nom de la liberté d'égalité. Nous disposons de notre corps, oui, et donc de notre sexe, et donc nous pouvons décider sur notre sexualité. Nous décidons de notre moralité. Donc, en ce qui concerne les partenaires, nous pouvons décider de choisir des partenaires femmes. C'est une liberté. Voilà là où le féminisme nous a amenés. Et le féminisme a cassé la cellule familiale en disant que la femme peut être autonome. Parce que quand la femme va à l'école, elle doit travailler son argent et elle s'en fout de l'homme. Donc, que l'homme soit là ou pas, elle est capable de vivre. Elle n'est même pas obligée d'avoir des enfants. Puisque le plus important, c'est de se faire plaisir. S'habiller, aller aux Bahamas, à la baie d'Acapulco, à Dubaï, à tout ça. Faire des tours. Et puis, de temps en temps, on peut solliciter un homme qui nous enchile le pilon, si on en a besoin, de temps en temps. Et puis, on se sépare de lui. Et quand on arrive dans une autre ville, on peut rencontrer notre partenaire sexuel qui peut être là juste pour quelques jours. Et puis, on quitte. Et puis, donc, on est donc de voyage en voyage. Voilà là où le féminisme a amené les gens. C'est-à-dire dans des cas extrêmes. Et je cite les cas extrêmes. Un, oui, la destruction de la famille. La famille qui est le noyau. Le noyau, c'est-à-dire l'homme et la femme qui doivent faire des enfants. La destruction de la famille. Oui. Deux, la perversité, c'est-à-dire le lesbianisme. Trois, la transformation, la transgression, qu'on appelle les transgenres. C'est-à-dire une femme qui est née femme, elle devient homme. Plus tard. Voilà. Donc la transgression de l'ordre naturel. Hein? 4. La prostitution. Parce qu'une femme qui va de partenaire en partenaire, d'un pays à un autre pays, de ville en ville, c'est une prostituée. C'est tout. On va ma soeur, on va la qualifier de quoi? C'est une prostituée. Voilà. Ici au pays, on appelle souvent un bordel. Voilà. Donc voilà les quatre piliers de destruction de la société. Donc l'immoralité a son paroxysme. Voilà. Et aussi la dénaturation même de la nature féminine. Une femme qui commence à devenir haltérophile. Elle perd ses caractères féminins. Elle perd sa psychologie féminine. Tout. Elle n'est plus une femme. Voilà 5. Nous avons dit la destruction de la famille. Oui. 2. L'homosexualité, la perversité, le lesbianisme notamment. 3. La transformation, c'est-à-dire changer de sexe, les transgenres. 4. La prostitution. Et 5. La dénaturation de la nature féminine. Ça nous mène vers quel type de société? Vers une société de malades, chaotique, ou une société de confusion. On entre donc dans la confusion septienne, satanique. Et c'est quoi? Je reviens toujours sur cette. La conscience septienne, c'est la conscience chaotique, confusionnelle, où tout est mêlé, tout est dans la... On ne sait plus mettre les choses à leur endroit. Donc, au nom de l'égalité et de la liberté, nous sommes retournés au chaos septien, c'est-à-dire satanique. Voilà donc l'ordre social, au nom de la liberté, au nom de l'égalité. C'est là où le féminisme nous a menés. Donc la femme, elle dit, elle est maintenant indépendante. Elle assume sa vie. Elle peut vivre comme elle veut, loin de sa famille. Elle prend ses décisions. Elle était ici au Cameroun, par exemple. Elle quitte. Elle décide d'aller faire sa vie au Canada.
Elle oublie qu'elle avait les oncles, les tantes, les femmes, les parents. Moi, j'ai des cousins comme ça qui sont allés en France. Il y a un qui est allé à 17 ans. Aujourd'hui, il a peut-être 75 ans. Tu vois? Son père est mort. Il n'est pas venu au deuil de son père. Sa mère est morte. Il n'est pas venu au deuil de sa mère. Tu vois? C'est à ce niveau-là qu'il est arrivé. Et quand ces gens-là mouraient même, il n'avait pas encore mis très longtemps là-bas. Mais il n'est pas venu. C'est-à-dire que lui, dans sa bulle, comme il a épousé une blanche, lui, il est déjà un Français. Voilà. Et c'est comme ça que les femmes indépendantes réfléchissent aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de la famille, elle n'a pas besoin de l'homme, elle n'a pas besoin d'amis, elle n'a besoin de rien. Bon, il faut aussi que les femmes indépendantes, là, au nom de leur indépendance, qu'elles n'aient plus besoin de l'air pour respirer. Qu'elles n'aient plus besoin des aliments pour se nourrir. Parce que c'est les besoins extérieurs. Qu'elles n'aient plus besoin de l'eau pour se désaltérer. Qu'elles n'aient plus besoin d'argent. Qu'elles survivent sur la base de leur indépendance mentale. Où elles fabriquent l'air par elles-mêmes. Elles fabriquent l'eau. Elles fabriquent la nourriture. Hein? Voilà. Il faut qu'elles atteignent. C'est là où je pousse les gens jusqu'au dernier retranchement. Parce que quand tu as besoin d'argent, hein? Mais ça veut dire que tu as besoin des humains. Ce sont les hommes qui fabriquent l'argent. Autrui. Voilà. Si tu as besoin de considération, parce que les femmes indépendantes, là, elles ne doivent pas chercher la considération des autres. C'est-à-dire que si elle arrive là, elle arrive, tout le monde l'ignore. Elle sera encore la première à se plaindre qu'on est dans une société qui ne tient pas compte des valeurs humaines. De quelles valeurs humaines parles-tu? Puisque tu as détruit la morale. Pourquoi reproches-tu les autres de ne pas t'aimer, de ne pas te considérer? Vous prenez la femme indépendante comme une menace? Bien sûr. Si nous arrivons dans ces extrêmes, je viens de citer combien de dangers, ma soeur? 4. La destruction de la famille, le lesbianisme, la prostitution, la transformation, les transgenres, les femmes qui changent de sexe et encore la dénaturation de la nature féminine, tant sur le plan biologique, que sur le plan psychologique. C'est là où nous mène le féminisme. La femme indépendante se dit, si je suis allée à l'école, je dois travailler mon argent. Ça commence d'abord qu'il y a des mecs qui raisonnent comme ça, vis-à-vis de leur fille. Elle dit à sa fille que, avant de me parler des histoires des hommes et des enfants, je t'envoie à l'école pour travailler. Faisons l'analyse de ce phénomène-là. Quand la mère dit à sa fille que je t'envoie à l'école pour travailler, la mère perd de vue quelque chose. C'est que sa fille commence à l'école primaire. Elle arrive au secondaire, à un certain moment, elle commence à avoir des besoins biologiques. C'est-à-dire la puberté. Hein? Dans la tête de sa mère, c'est ah, ma fille est encore petite, elle ne connaît pas. Alors qu'on a commencé à la pilonner à 14 ans, ou à 18 ans, ou à 16 ans. Et elle rentre à la maison, elle joue à la Sainte Nitouche. Nous sommes donc là dans une société hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Dans la tête de sa mère, elle dit que ma fille ne fait pas encore ça. Mais le jour où un homme arrive, il trouve une fille qui a peut-être 18 ans. Mais quand il entre dans la porte des étoiles, il découvre qu'il y a un boulevard là-bas. C'est-à-dire qu'elle a au moins 6 ans d'expérience sexuelle. Ou 4 ans, ou 5 ans. Tandis que la mère te dit que ma fille est encore petite. Et lorsque les mamans constatent que leur fille fricote déjà avec les hommes, qu'elles découvrent que leurs filles sont déjà ouvertes, quel est le raisonnement qu'elles tiennent? Elles disent qu'elles préfèrent que leurs filles aillent avec les garçons de leur âge, que d'aller avec les hommes matures qui vont amener leurs filles à grandir mentalement et à les responsabiliser. Elle te dit que je préfère qu'ils se gâtent entre eux, les gamins entre eux là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe donc? Voilà le raisonnement de certaines mamans. C'est-à-dire que si sa fille a 16 ans, elle préfère que sa fille avec les petits garçons de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui les pilonnent, celui-là passe, il part, l'autre passe, il part, l'autre passe, il part, et tout ça.
Généralement, on appelle ça erreur de jeunesse. Voilà. La puberté. Non, les mamans encouragent ça. Quand elle va voir un monsieur de 30 ans approcher sa fille de 18 ans, elle va dire qu'il est trop vieux pour ma fille. C'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement dans une société hypocrite. C'est-à-dire une fille de 18 ans a déjà au moins 4 à 5 ou 6 ans d'expérience sexuelle. Et quand elle arrive, que maintenant elle veut devenir stable, elle va dire qu'elle va devenir stable à partir de 23 ans ou 25 ans. Bon, tu fais donc, si à 18 ans, elle était déjà à 5 ans d'expérience, tu ajoutes 7 ans. Ça fait combien? 12 ans d'expérience sexuelle. C'est en ce moment-là qu'elle dit maintenant qu'elle veut déjà l'homme pour stabiliser sa vie. Tu vois? Elle a connu au moins 450 gars. Donc celui qui arrive vient gérer la poubelle, les résidus. Voilà donc le monde de la modernité. Ça dit que ma fille doit d'abord faire l'école, elle doit travailler. C'est-à-dire que imagine-toi donc qu'elle a eu le bac à 17 ans ou 18 ans. Elle doit aller dans une école de formation. Elle en a peut-être pour 3 ans. Hein? Elle sort de là à 21 ans ou 22 ans. Après, maintenant, il faut chercher le boulot. Pour chercher le boulot, il y a des conditionnalités. Parce qu'une fille qui n'est pas encore avec un homme, elle peut se laisser très facilement utiliser sexuellement. Parce qu'elle n'avait personne. Donc, si elle arrive là, le recruteur, ou le manager, ou ceci, il va lui dire, il faut donner. Ici, tu crois que la vie est facile? Il y a beaucoup comme toi qui ont les diplômes dehors qui chôment. Qui sont arrivés. Voilà. Ouais. Donc, la fille n'a personne. C'est-à-dire, elle n'a pas un protecteur. Elle n'a pas un homme qui est capable de la prendre en main et de lui donner des bons conseils. Un homme mature qui est capable de la prendre en main et de lui donner des bons conseils. Que voilà, dans telle situation, quand tu arrives, la mère va te dire que moi, je conseille ma fille. Hein. La mère, l'expérience des femmes est-elle l'expérience des hommes? La maturité masculine est-elle la maturité féminine? La vision que la femme a de la réalité est-elle la vision que l'homme a de la réalité? La femme, elle réfléchit en fonction des expériences qu'elle a vécues. Mais elle n'est pas l'homme. Elle n'a pas dans la mentalité masculine. Elle aurait peut-être rencontré des hommes faibles d'esprit ou peut-être peu intellectuels ou peu expérimentés. Et ces petites expériences, elles croient que c'est tous les hommes qui sont comme ça. Nous, les hommes, on se connaît mieux. Et les femmes se connaissent mieux entre elles. Donc, un homme mature qui prend ta fille en main, pendant que peut-être fréquente encore, et lui dit, voilà, quand tu vas à l'école, voilà comment une femme digne se comporte. Voilà ceci. Quand tu finis, s'il y a tel souci, tu m'appelles. Je peux intervenir à ta place. J'ai mes relations. Là, elle est protégée à l'intérieur d'une relation. Mais une femme, une fille qui a eu son bac, qui arrive comme ça à l'école de formation, il n'y a personne qui peut la protéger émotionnellement. Je veux dire, l'énergie masculine. Il n'y a personne. Parce que la mère a dit que je ne veux pas entendre parler de ça tant que l'école n'est pas finie. Voilà. Elle est donc ouverte à tout. Tout ce qu'on va lui dire au nom du boulot, parce que la mère lui met la pression. Que j'étais envoyée à l'école pour trouver le travail. Le travail à tout prix. À tout prix. Donc elle est prête à se livrer à tous les ébats. Parfois, certaines vont même plus loin. Quand elle va là-bas devant, on peut lui proposer ça. Que le patron a dit qu'il me trouvait bien et il veut me baiser avant de me recruter. Je dois prononcer les mots là, parce que les mots là sont dans le dictionnaire. Elle vient dire ça à sa mère. Sa mère lui dit, ah, comme c'est le directeur quand même, tu peux, hein, tu peux. Tu sais que le travail n'est pas facile, ma fille. S'il demande si ce n'est que ça, ce n'est pas le savon, ça ne va pas finir. Donc il faut lui donner. Qui sait même, peut-être qu'il peut t'épouser. Voilà. Le raisonnement de certaines raisonnement finit. Voilà, tu vois. Elle est partie pour chercher le travail. Elle n'est pas allée chercher un mari. Ce n'est pas un homme qui l'a rencontré, qui lui dit je t'aime et je veux être avec toi, non. C'est que le gars est opportuniste. C'est-à-dire tu es là, tu as un besoin, tu veux le boulot, donc ouvrez les jambes. Et la mère cautionne, elle dit que comme c'est le directeur, vous allez vous lier d'amitié et il va te faire des faveurs et tu vas réussir. Et peut-être même il va t'épouser. Voilà. Tu vois à quel niveau la réflexion des femmes d'aujourd'hui est arrivée? C'est-à-dire la dignité, la moralité de la femme a perdu la valeur au nom du travail et de l'argent. Il y a des cas même très graves où la jeune fille
vient présenter à sa mère un homme de 28 ans, ou de 30 ans, ou de 35 ans, ou même de 40 ans. Sa mère lui dit, il est trop vieux pour toi. Hein? Ça, c'est pour nous, entre nous les Noirs. Mais quand le vieux blanc en Suisse, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, âgé de 60 ans, ou 55 ans, 70 ans, va se présenter à la maman va dire que ma fille a déjà réussi à la vie. Elle va aller chez les Blancs. Tu vois, ça dit que voilà des situations que les gens vivent qui créent des frustrations. Imagine-toi, un homme avait déjà pris des engagements vis-à-vis de sa compagne, et plus tard, c'est sa mère qui lui dit qu'il faut aller en Europe. Parce que tu vas aller épouser le vieux blanc, ou le jeune, ou même le blanc, qui n'a rien foutu pour elle pendant qu'elle fréquentait, même pendant qu'elle était en formation. Il n'a rien foutu. Lui, il arrive seulement, le fruit est déjà mûr, il récupère, au nom du soutien de la mère, il récupère pas avec. Et qu'est-ce qui se passe avec ces filles là-bas en Europe? La plupart de nos sœurs qui partent en Europe, 1 an, 2 ans plus tard, elles divorcent. Et quand elles divorcent, parce qu'elle est allée là-bas, elle s'attendait à ce que le blanc va signer tout en son nom, et tout ça. Les blancs qui sont déjà avisés ne font plus ça. Donc, le blanc ne signe rien. Ou parfois, elle arrive, on prend ses passeports, on la conditionne, et puis on l'envoie dans les réseaux de prostitution. Tu crois que ta fille est en Europe alors qu'elle est devenue une prostituée. Et quand tu lui demandes où est ton blanc, elle commence à bégayer. Voilà. Et qu'est-ce qui passe après? Maintenant, quand elle se rend compte qu'elle est tombée dans un piège, elle veut faire une marche arrière. Quand elle rentre chez le gars du pays, le gars est déjà marié. La mère même qui disait au gars qu'il est trop vieux, elle a honte. Elle a honte. Sa fille, là-bas, il n'y a rien. Ici, rien. Voilà la logique de la société actuelle. Comment penser donc qu'une femme doit estimer qu'elle a réussi lorsque elle a fini les écoles et elle a trouvé le travail et après maintenant elle commence à chercher le mari? N'est-ce pas nécessaire de se faire accompagner psychologiquement pendant qu'on fréquente par un homme, un mâle alpha et intelligent qui est capable de te canaliser et qui est capable de te protéger des assauts, des DG? Parce que moi j'ai ma femme. Si j'ai ma femme, hein, elle vient me dire que tel DG veut la condition. Mais je sors à la télé, je parle. Donc moi, je ne peux pas dire, mais sauf quand la femme est consentante. Hein. Voilà, mais si elle ne veut pas, elle vient me dire ça. Je la protège. J'ai quand même le charisme public là. Quand la femme est avec moi, elle doit être en confiance. Voilà. J'ai même ce charisme public qu'on ne peut pas aller faire du chantage à ma femme quelque part, que si tu ne fais pas ça, tu ne passes pas. Je vais prononcer moi-même le nom du type à la télé. Voilà. Donc, ne vous amusez pas avec nos femmes. Parce que nous, on ne s'amuse pas avec vos femmes. On parle au DG, aux gens là. Donc, restez professionnels. Voilà. C'est important de faire passer ça. C'est très important. Donc, voilà les dérives. Les mères ne tiennent plus compte de l'encadrement masculin. C'est-à-dire, une fille qui atteint la puberté a besoin d'un homme. Toi, tu lui dis fréquente, cherche le travail. Et après, maintenant, tu vas me présenter l'homme. Mais ça, c'est l'immaturité émotionnelle. Quand ta fille atteint l'âge de puberté, elle doit stabiliser ses émotions auprès d'un homme qui l'encadre émotionnellement. Elle termine ses études, elle termine sa formation. Maintenant, l'homme doit l'aider à trouver le travail. Et c'est là où le respect même est installé. Parce que quand la femme a dit, moi j'ai déjà mon argent, j'ai mon travail, tu me sers à quoi? Viens seulement me pilonner, tu me fous le camp. C'est à ce niveau-là qu'on arrive. Hein? Parce qu'une femme qui elle estime qu'elle a déjà son travail, elle a son argent, tu ne lui sers qu'au pilonnage. Si même elle veut même t'épouser, si elle veut ne t'épouse pas, si tu lui fais un enfant, c'est bon. Terminé, basta. Et puis elle continue maintenant avec ses collègues, dans le pilonnage, avec ses supérieurs. C'est comme ça que la société d'aujourd'hui est structurée. Les filles qui disent qu'elles veulent d'abord finir l'école. Et tu vas te rendre compte que pendant qu'elle est en train de fréquenter, c'est son directeur de mémoire qui la pilonne. Et il la pilonne parce qu'il suit ses travaux. Bien sûr. Et dès que les travaux sont terminés, elle n'est plus là avec lui. Hein. Puisqu'il va prendre une autre étudiante. Il va prendre une autre étudiante. Après maintenant, toi qui évolues, tu vas rédiger un autre mémoire. Ton directeur fait la même chose. Donc, si tu as connu 5 directeurs, ils vont passer sur toi. Dis donc. Dis donc. Alors que si tu as un homme charismatique comme toi,
Dès que tu dis seulement que mon directeur de mémoire ou de ceci est en train déjà de me dire ceci, je lui dis que bon, donne-moi son numéro de téléphone. Il dit que, oui, bonjour frère, comment vas-tu? Oui, c'est docteur Tot. Voilà. Elle dit, vraiment, docteur, comment? Oh, j'ai dit que tu suis une étudiante là, nommée telle. Oui, c'est ma femme, hein, donc il faut faire gaffe. Il ne faut pas la déranger. Hein. Non, docteur, non, ça va, c'est compris. Tu comprends? Il se réveille rapidement, il dit que non, si elle tente là, ça va mal se terminer. Sauf qu'il y en a qui disent ça, mais après, c'est pas ça. Non, attends. Attends. Oui, il y en a d'autres. Ce que je suis en train de te dire là, oui, c'est très délicat. Je suis d'abord un enseignant moi-même, tu comprends? Je connais beaucoup d'enseignants dans les universités et tout ça. Je suis un homme des médias. Si je veux terminer la carrière de quelqu'un, j'ai mes relations. Si je veux terminer la carrière de quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Mais on a limogé un enseignant au département de philosophie qui faisait les choses là. On l'a mis de côté. Il y a une fille qui allait se plaindre et puis on l'a enlevé. Il y a quand même une certaine justice. Il ne faut pas faire comme si la justice n'existe pas. Mais il faut que la fille soit avec quelqu'un. Si elle est seule, qu'elle n'est avec personne, mais elle est victime de tout. Quand la fille est avec quelqu'un, que quand on entend d'abord le nom, on dit que faut faire attention, parce que là, c'est compliqué. Tu vois? Et s'il tente de visser la fille, même à ce niveau-là, je vais ramener ça en surface. Que pourquoi ça doit se passer normalement? Pourquoi elle a une note comme ça? Moi, j'ai lu son travail. Moi, je suis un encadreur. J'ai été membre du jury, à plusieurs jurys. Donc, j'ai lu le travail. J'ai orienté la fille elle-même. Donc, en plus de ton orientation, moi-même, j'étais aussi en train de l'orienter. Et tout ça. Je suis quand même un chercheur de haut vol. Je connais la méthodologie de recherche et tout ça. Donc, tu ne peux pas me dire qu'avec ce travail, si la fille aura la note là, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu vois, ça veut dire que moi, je suis d'abord professionnel et je sais comment ça se passe. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit, bon, faut pas regretter d'être avec mon frère. Je sais que mon frère est un homme charismatique. C'est également un enseignant. C'est également un enseignant. Voilà. Donc, c'est bon d'être bien accompagné. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit tout à l'heure à Souvi que Mad est une très bonne femme. Parce qu'elle est de bonne moralité, elle est intelligente, elle est respectueuse. Et on a constitué déjà une communauté de travail qui fait beau vivre. Tu vois, ça veut dire qu'elle est bien encadrée à la maison. Hein? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça pour rien, frère Souvi? Donc, il est important. Je lance donc l'appel aux mamans qui veulent redevenir africaines. Permettez à vos filles qu'à l'âge de puberté, qu'elles rencontrent un homme qui est en avance sur elles, en âge et intellectuellement parlant, qui sera capable de bien l'orienter. Et surtout qui est responsable. Le jour où elle rencontre son homme, qu'elle vous le présente. Arrêtez de blâmer les enfants que hey, je ne veux pas ma soeur. Elle fait ça dehors là-bas. Elle évolue comme ça. Toi, dans ta tête, c'est que tu fais bien. C'est après que tu découvres que ta fille connaissait déjà les hommes avant un jour de venir à la maison. S'il vous plaît, anticipez sur des choses comme ça. Quand ta fille atteint l'âge de puberté, 17 ans, 18 ans, fais-la asseoir. Tu lui dis, ma fille, pour aimer un homme, voilà les caractéristiques d'un vrai homme. Un vrai homme doit être responsable. Un vrai homme doit te considérer. Un vrai homme doit te respecter. Un vrai homme doit te protéger. Un vrai homme doit t'orienter. C'est-à-dire, il doit être en avance intellectuelle par rapport à toi. Il doit être plus mature que toi. Quand la mère donne, et il doit avoir une certaine stabilité financière pour pouvoir t'aider. Pas te demander déjà de sortir immédiatement avec un milliardaire. Mais quelqu'un, quand même, qui est à une certaine classe. Parce que les gars aussi qui ont beaucoup de milliards là, ils ont des chambres où on n'entre jamais. Donc les mères qui ont aussi trop le cœur sur l'argent, qui envoient leurs filles pour utiliser les milliardaires, il faut faire attention. Pas aussi pour dire que tous les milliardaires. Mais la plupart, 90% des milliardaires sont compliqués. Ça, il faut le reconnaître. Mais un homme normal qui a un salaire normal, 300 000, 500 000, même 1 million, c'est acceptable. Si ta fille est là, même s'il gagne 250 000, et qu'il encadre bien ta fille, c'est bon. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Ou alors, si elle veut sortir, elle est peut-être en première ou terminale, elle peut sortir avec quelqu'un qui est en cycle master 2 ou doctorat. Qui a un niveau d'études un peu élevé. plus élevé. Elle ne doit pas traîner avec les sauterelles qui sont de sa génération. Et maintenant, les 18 ans, les hommes là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abstiennent? Un homme, quand il dit qu'il est un homme, il doit être capable de s'occuper de la femme.
C'est ça la vérité. Il ne doit pas dire que papa ne m'a pas donné l'argent aujourd'hui. Papa a dit que, papa a dit que. C'est quoi ça? Il y a les garçons de 18 ans qui se battent dehors, qui se cherchent, ils gagnent leur pain quotidien. Et s'il est conscient, il peut s'occuper de sa petite. Mais c'est rare. La plupart des garçons entre 17 ans jusqu'à 30 ans, ils veulent encore vivre. Hein? Donc c'est des pilonneurs patentés. Voilà. Donc il passe sur des filles, fini là, il jette. Quand il a fini de goûter, il te jette comme une vieille serviette. Il passe sur l'autre. Parfois même c'est entre vous. Il gère tout un groupe de camarades de classe. Si vous êtes 5, il pilonne tous tes camarades. Et toi-même tu découvres après qu'il est passé sur tes camarades. Donc tu vois un peu, c'est une atmosphère très pernicieuse. C'est pour ça qu'il faut encourager des filles à être avec des gars. Si la fille se respecte et qu'elle a elle a des visées hautes, elle doit se mettre avec quelqu'un qui est plus mature qu'elle et qui est plus élevé intellectuellement qu'elle pour pouvoir l'orienter. Parce que quand elle se met avec les gars de sa catégorie, là, les débats c'est sur quoi? C'est sur le football, le bassin, les iPhones, hein? Les trucs comme ça, les scamas, voilà, des choses comme ça, voilà, les causeries des sauterelles. Hein? Les femmes sont avec les petits filles sont dans les séries, machin, le iPhone 5, iPhone 40, iPhone 390, machin, ceci, cela. Les rêves, les télénovelas et autres. Là. Voilà. Donc, il faut être avec quelqu'un qui est capable de te prendre de l'immaturité vers la maturité. La femme a 3 étapes d'éducation. Il y a l'éducation parentale, ce que le père et la mère apportent. Ou si le père n'est pas là, ce que la mère apporte. Il y a l'éducation sociale, la socialisation, c'est ça l'école. Et il y a l'éducation maritale. C'est-à-dire c'est l'homme qui doit venir mûrir la femme. Puisque les femmes d'aujourd'hui n'ont plus l'opportunité de recevoir l'éducation que nos grands-mères recevaient auprès des écoles traditionnelles. Aujourd'hui, les filles évoluent comme ça. Elle a une coque vide, masse biologique de 20 ans. Elle est vide. Elle ne connaît rien sur le mariage. Donc, c'est l'homme qui doit venir la mûrir sur ce plan-là. Donc, les 3 stades d'éducation, il y a la maison, l'école, la société et l'homme. C'est pour ça qu'elle doit être avec un homme qui est en avance, en âge et intellectuellement en maturité. C'est là où la femme devient mûre et responsable. Vous allez constater qu'une jeune fille de 19 ans, 20 ans, qui est accompagnée d'un gars de 30 ans, qui est bien structuré mentalement, le comportement même de la fille change. Elle devient plus responsable. Même le raisonnement change. Elle commence à avoir un raisonnement mature. Mais une sauterelle de 19 ans qui est avec une sauterelle de 21 ans, elle est toujours petite dans la tête. Même quand elle atteint 30 ans, elle est toujours petite. Il y a des femmes qui sont petites dans la tête, même à 40 ans, 50 ans. Parce qu'elle n'a côtoyé que des immatures. C'est ça. Elle a passé le temps à côtoyer des immatures. Alors une femme immature à 40 ans, 50 ans, elle va enseigner quoi à ses enfants? L'immaturité. Parce que la femme ne donne que ce qu'elle a. Donc le féminisme occidental est en train de détruire nos sociétés. Ça, c'est la conclusion en rapport avec le féminisme. Hotep. Alors, on va faire une petite balade au village Bantou. On revient pour la suite. De retour sur Teouti Sekem, j'espère que vous avez aimé cette très belle balade au village Bantou. On poursuit cette fois-ci, on a parlé de la femme indépendante. On va voir maintenant le revers. La femme indépendante, celle occidentalisée, celle qui est occidentalisée, comme je le dis ainsi. Maintenant, on verra celle qui est africaine. Mais avant, toi, tu as assez bien énuméré celle occidentale et il a fait le rapport entre les sociétés et la colonisation et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais avant, frère, on va cette citation-ci. L'indépendance n'est pas une rébellion, c'est une responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine pertinence, une certaine vérité sur cette indépendance? L'indépendance doit être comprise dans l'interdépendance. Parce que l'indépendance ne signifie pas rupture avec la famille, oui. Rupture
avec le volet émotionnel, c'est-à-dire la protection émotionnelle auprès d'un homme, un vrai. N'est pas la rupture avec la société ou la communauté. Donc, l'indépendance doit interpeller l'interdépendance. En ce sens, on ne pourrait pas dire qu'une femme qui est allée à l'école, qui a fini ses études, ou tout au moins qui s'est arrêtée à un certain niveau, qui s'est formée et qui a trouvé un boulot, doit forcément être une femme négative. Que non. Au contraire, elle devrait plutôt être un modèle de réussite. Mais la réussite n'est pas que le travail et l'argent. Et il paraît même que vous avez une devise là, que vous dites souvent entre vous les femmes. Hein? Le premier mari de la femme, c'est son travail. Oui, le premier mari de la femme, c'est ton travail. Ce n'est pas le travail qui va te faire les enfants. Ce n'est pas le travail qui va te créer l'équilibre émotionnel quand tu as besoin d'affection d'un homme. Et il faut préciser une chose. C'est que une femme qui va d'homme en homme est dans ce qu'on appelle l'instabilité émotionnelle. Et l'instabilité émotionnelle crée des maladies psychologiques. Plus tard, ça crée même des frustrations. Imagine-toi, tu es allé à l'école, tu as trouvé le travail. Et maintenant, tu as de l'argent. Et tu es avec aujourd'hui François. Demain, tu es avec Claude. Après-demain, tu es avec Bertrand. L'autre jour, tu es avec Christian. Pendant ce temps, tu as l'une de tes camarades qui a été consciencieuse depuis l'école, qui s'est trouvé un vrai homme et qui, depuis qu'elle fréquentait jusqu'à elle a eu le travail, elle est toujours avec cet homme. Ils ont eu des enfants, ils continuent d'élever les enfants, ils sont ensemble, ils sont soudés. Ça va susciter en toi de la jalousie. Tout à fait. Voilà. Donc toi qui croyais que le premier mari de la femme, c'est le travail. Et là, tu fais fausse route. Bon, quelqu'un viendra aussi nous dire, et que dit donc de celles qui ont décidé d'être avec l'homme et qui plus tard sont déçues. Oui. Mais celles qui ont décidé d'être avec l'homme et qui ont été déçues, c'est tout simplement celles qui n'ont pas pris le temps de connaître les vrais critères de sélection d'un homme. On avait fait une émission ici sur la maturité émotionnelle. Comment choisir et même le mystère de la danse sacrée. Introduction au pilonnage gnostique. Où on a donné des critères que la femme doit avoir pour sélectionner un vrai homme. On peut encore les énumérer. Si les gens ont la peine d'aller réécouter ces deux émissions, on avait dit qu'un vrai homme doit être courageux, oui. Un vrai homme doit être intelligent, un vrai homme doit être dynamique, c'est-à-dire ambitieux, un vrai homme doit être créatif, un vrai homme doit être responsable, un vrai homme doit être viril, un vrai homme doit être protecteur, un vrai homme doit être cultivé, c'est-à-dire s'il n'est pas encore cultivé, il doit se cultiver, parce qu'il a besoin d'élever le niveau d'entendement de sa femme. Donc il doit soit se cultiver à travers les débats de la télé, soit à travers les lectures, ou à travers les conversations avec des personnes cultivées. Un vrai homme doit être quelqu'un qui est cultivé, qui a l'esprit ouvert, qui connaît les choses. Un vrai homme doit aussi être celui qui élève sa femme sur le plan de la connaissance de sa propre culture, de la spiritualité de son peuple et tout ça. Un vrai homme doit intégrer tous ces éléments. Un vrai homme doit être propre. Il doit être élégant. Voilà. Voilà les qualités. Les gens cherchent. Le problème de la plupart des filles qui font des choix, elles ne pas choisir l'homme soit parce qu'il a beaucoup d'argent, soit parce qu'il est brun, soit parce qu'il a les poils sur les plumes sur la poitrine, soit parce qu'il a les plaquettes de chocolat, les muscles, il est musclé, soit parce qu'il est grand de taille, il est imposant, il a une taille imposante. Voilà le type de critères qui mènent souvent les femmes à bateau. Or, moi je viens de donner des critères fondamentaux réels qui peuvent déjà garantir un bien-être à la femme. Parce qu'un homme ne doit pas seulement être ce qu'il paraît. Il a la voiture, il a l'immeuble, il est beau, il est mignon, il a les lèvres roses, il est arqué, il est costaud, il est musclé, il est ceci, il est cela. Non, ça c'est des critères apparents. Ce qui t'accroche, c'est le comportement.
C'est la nature, c'est le cœur de cet homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est cultivé? Oui, il a des valeurs à donner. Est-ce que c'est quelqu'un qui est viril? Oui, il peut me faire bien l'amour et il va me faire des enfants. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intelligent? Oui, il peut m'aider à régler rapidement les problèmes parce qu'il est intelligent. Est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable? Oui, quand je suis face à une situation, il va réagir. Est-ce qu'il est protecteur? Oui, il me donne des conseils pour me prévenir contre ceci. Et il me protège quand je suis en danger. Voilà. Voilà. Donc, quand tu as déjà ces critères réunis en un homme, tu es une femme bénie. Tu es une femme bénie. Donc, quitte à contrairement à celle qui croit que l'homme, c'est le paraître. Voilà. Donc, une femme qui a fait des mauvais choix ne doit pas dire plus tard que le mariage s'est gâté. C'est ça. Donc, c'est de sa faute. Elle s'est accrochée à un aspect où elle a cru que c'est ça l'homme. Donc, quand tu connais déjà les critères de sélection. Bon, maintenant les filles vont nous demander, est-ce que c'est alors facile de trouver un homme qui rassemble tous ces critères? Parce que faut pas faire comme si c'est facile. Comme si c'est facile, c'est pas aussi facile. Mais je dis, si c'est déjà la moyenne. Parmi les 10 critères que je viens d'énumérer, si tu trouves au moins 5 parmi ces 10 critères, et les critères les plus importants, c'est d'abord la virilité masculine. Parce que tu dois rencontrer un homme qui est viril, puisqu'il doit te faire les enfants. Tu dois rencontrer un homme qui est protecteur, un homme qui est responsable, un homme qui est intelligent, un homme qui est cultivé. Le reste là, bon, il faut aussi qu'il soit propre. S'il n'est pas propre, il faut lui dire qu'il faut te laver, il faut porter les habits. S'il n'a pas les habits, tu lui achètes les habits. Oui, tu l'amènes. Oui, que voilà, habille-toi comme ça, machin. Donc il y a des choses aussi que tu peux l'aider. Hein? Ou j'aime plutôt telle coiffure. Quand tu fais telle coiffure, elle va mieux avec toi que celle que tu as l'habitude de faire. Donc moi j'aime te voir dans telle coiffure. Voilà. Donc, voilà les situations en fait. Et donc, une femme qui a fait un bon choix sur la base des critères qu'on vient d'énumérer ne peut pas dire plus tard que, sauf si son mari meurt, qu'il décède. Mais une femme qui a choisi l'homme sur la base de ces critères peut déjà être sûre d'un avenir meilleur. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour étudier son partenaire. Ce n'est pas que dès qu'on te lance les mots, 2 heures de temps plus tard, tu es déjà en train de t'envoler et tout ça. Ou quelques jours, tu es déjà au lit. C'est ça, il faut prendre le temps. Ou le jour J même. Ou le jour J, le même soir. Tu dis que je n'ai pas pu résister. Il est tellement beau et très mignon. Tellement mignon. Je n'ai pas rencontré un champ magnétique qui m'a tant fait vibrer. J'étais obligé de céder. Je n'avais pas le choix. Ça, c'est des imbécilités. C'est comme ça que j'appelle ça. Dans l'émission sur la maturité émotionnelle, j'ai dit, quand tu es face à une situation où tu es embarrassé, où tu peux te mettre en colère, où tu es trop excité, prends d'abord une bouffée d'air. Oui, tu respires. Quand tu respires, tu reviens sur terre. Et quand tu reviens sur terre, l'homme qui t'éblouissait là, tu recommences d'abord à le voir avec beaucoup de recul. Tu reviens sur toi-même. Si tu n'as pas pris ce coup de respiration, et tu t'emportes par les émotions et c'est fini. C'est ça. Donc tu vas voir une fille, elle va te jurer partout, de tous les jours, que je ne peux jamais faire ceci, je ne peux jamais faire cela. Mais à travers un détail, elle cède. Soit de belles paroles, soit une belle posture qu'elle a en face d'elle, soit des belles images, elle cède. La même femme qui te jurait là que non, je ne peux jamais, tu la vois au sol, elle est au sol. Et elle est au sol, elle est très contente. Voilà. Donc, il fallait préciser que nous ne sommes pas contre le fait que les femmes se battent. Nous ne sommes pas contre le fait, je ne suis pas contre le fait que les femmes travaillent. D'ailleurs, quand on va parler de nos mamans tout à l'heure, nos grands-mères, elles travaillaient. Elles faisaient des champs de manioc, de macabo, de plantain. Elles vendaient, elles faisaient le commerce, elles avaient de l'argent. Donc autant, elles faisaient du commerce, elles avaient de l'argent. Autant elles étaient des bonnes épouses à la maison. Elles savaient faire la part des choses. Elles savaient que le commerce, c'est le samedi. Ou le mercredi, le jour du marché. Donc le lundi, et quand elle va au marché, c'est qu'au plus tard, 13h, 14h, elle a déjà fini de vendre. Elle peut allier ces plantains-là.
Elle sait qu'au plus tard, puisque c'est de 7 heures, les acheteurs là, ils viennent même parfois très tôt, 5 heures, 6 heures. Quand midi arrive là, elle a terminé, elle rentre, elle sait qu'elle doit aller préparer pour son mari, elle doit préparer pour les enfants, prendre soin de sa famille. Mais imagine-toi la société d'aujourd'hui. La société dite moderne, occidentalisée. Ta femme quitte la maison à 7h30. Elle rentre à 21h au nom du travail. Et elle a pour salaire 150 000. Voilà. Elle te dit quand elle rentre là, elle est une grande dame. Elle croise les pieds comme ça. Donc toute la journée, elle est dehors. Toute la journée. Et la mère est contente que sa fille a réussi. Pire encore si sa fille gagne 500 000. Elle va lui dire que ma fille, même si c'est que tu rentres à minuit, hein, rentre à minuit. Le type là n'a rien à te dire. Parce qu'au moins tu vas m'envoyer 200 000 chaque mois. Tu vois comment les femmes réfléchissent déjà aujourd'hui. C'est-à-dire, les valeurs ont foutu le camp. La famille est en train de perdre son sens et sa signification. Au nom de l'argent. Il y a des femmes qui, au nom de l'argent, envoient leur fille se prostituer. C'est-à-dire, tel directeur est venu chez elle, elle a trouvé que sa fille est belle. Elle envoie sa fille se prostituer chez le directeur. Après un autre jour, tel machin arrive, elle envoie sa fille parce qu'elle va rentrer avec l'argent. Il y a des mamans qui font ça aujourd'hui. Et il y a certaines jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation, c'est elle qui devient le noyau dur de la maison, c'est elle qui fait tout dans la famille. Qui fait tout dans la famille. Donc si elle n'est pas là, rien n'est fait. Voilà. L'école de ses petits frères, la nutrition, voilà. tout, c'est elle. Et donc la marchandise, ce sont ses fesses. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'elle aura beau même fréquenter, mais il faut qu'elle utilise tous les moyens, le haut et le bas. Et généralement, c'est le haut même qu'elle utilise, le bas même qu'elle utilise beaucoup plus. Parce que le haut là, c'est pour juste aller remplir les formalités. S'il faut écrire son nom quelque part, qu'elle sache au moins écrire son nom. S'il faut signer, qu'elle sache signer. Mais c'est le bas qui est l'ouverture de toutes les portes. Voilà comment les mamans d'aujourd'hui forment leurs filles. Au lieu de les responsabiliser auprès des vrais hommes qui sont capables de canaliser leurs filles et de maintenir leur dignité et leur honneur. Non, c'est l'argent. L'argent passe avant tout. Donc tu vois une maman qui a une mentalité comme celle-là. Si elle n'a pas une fille qui est bien structurelle, qui est bien née et qui est bien structurée mentalement, cette fille va devenir une prostituée. Parce qu'il y a aussi des mamans qui sont très dangereuses. Elle peut défendre à sa fille de côtoyer les gars du quartier, de côtoyer ses camarades de classe, de côtoyer les hommes d'une certaine classe. Mais le jour où elle rencontre sa fille avec un type qui est 6 mètres grand type, c'est bon. C'est bon. Parce qu'elle va te donner la raison. Qui n'aimerait pas que sa fille épouse un grand homme? Je ne vois aucune maman accepter. Bon, maintenant, c'est qu'elle estime être grand homme. Est-ce qu'elle a donné les bons critères de sélection à sa fille? Est-ce que le grand homme, c'est parce qu'il a le véhicule, il a des immeubles, qu'il est directeur? Quelle est sa moralité? Quels sont les mœurs? Elle va te dire que ça vient après. Dès qu'il y a de l'argent, ça aussi c'est le raisonnement des mamans qui ne sont pas structurées mentalement. C'est-à-dire qu'elle est extravertie. Elle ne regarde que le paraître. Elle ne se fie qu'au paraître. Et ce sont ces mamans qui enfoncent leur fille. Parce que tôt ou tard, leur fille passe se retrouver avec un gars qui est dans les sectes, la franc-maçonnerie, machin, et qui commence à sodomiser sa fille. Sa fille ne vient même pas lui dire. Prison dorée. Oui. Sa fille est en prison, mais c'est sa mère qui lui dit tu vas rester là-bas. Parce que c'est bon. Oui. Tu vois, voilà les situations dans lesquelles on vit. Elle devient la sacrifiée de la famille. Voilà, le bouc émissaire. C'est comme ça qu'on appelle ça, le bouc émissaire. Donc, c'est bien de travailler. C'est bien de fréquenter et trouver un boulot. Mais l'idéal serait qu'une fille, quand elle avance dans sa maturation mentale, à travers ses études, avant même l'école de formation, rencontre un homme. C'est cet homme qui va stabiliser ses émotions et qui va lui donner la sécurité émotionnelle et qui va lui donner l'équilibre psychologique et mental. C'est ça qui va la faire mûrir au point où, quand elle finit l'école de formation et qu'elle trouve le travail, ça ne peut pas être la petite prostituée des bureaux. Jamais. Parce qu'elle est avec un vrai homme. Elle a une dignité à préserver. Et elle a un honneur à préserver. Et elle sait
que si elle se respecte, elle respecte son corps, elle respecte son mari par ricochet. Une femme digne, c'est une femme digne d'être respectée. C'est une femme digne d'honneur. Donc, l'autre qui a terminé l'école, et qui a terminé la formation, elle n'a personne. Sa mère lui dit que le travail, qui est ton premier mari, pour aller chercher le travail, il y a les jambes qui... Dans notre contexte ici en Afrique, c'est ça. Mais tu as été victime. Il faut parler aux gens ici. Tu es une femme. Combien de fois est-ce que tu as été victime de harcèlement sexuel? Plus d'une fois. Si tu n'étais pas marié, supposons que si tu n'étais pas marié, sois honnête. N'est-ce pas, tu aurais cédé? Jusqu'à présent, même, je suis toujours victime. Voilà. Dis donc, si tu n'étais pas marié, n'est-ce pas, tu aurais cédé? Tout à fait. Voilà. Puisque tu regardes derrière, à côté, Oui, il n'y a personne. Voilà. Donc, est-ce que les mamans la comprennent? Est-ce que ça va entrer même dans leur tête? Automatiquement. Voilà. Donc, il faut que ces mamans se remettent en question. Quand ta fille a atteint l'âge de puberté, fais-la asseoir et dis-lui que si tu dois me ramener quelqu'un ici à la maison, j'ai besoin de quelqu'un qui remplit tel critère. Pas seulement limité sur l'argent, machin. J'ai donné les critères parce que je suis un homme. Et je connais les valeurs d'un homme qui peuvent accrocher une femme et rendre une femme heureuse. Parce que je suis un homme. Donc il faut que les femmes apprennent à travers nos enseignements ici. Je sais que beaucoup de mamans vont écouter cette émission. Elles doivent éduquer leur fille. Donc quand ta fille elle est à 16 ans, 17 ans, 18 ans, fais-la asseoir. Parce qu'il y a des filles qu'on devient à 12 ans. Oui. Entre eux, les petits là, quand elle arrive à 18 ans, elle a déjà 6 ans d'expérience avec les hommes. Parce que dès que c'est déjà ouvert là, l'autre va venir, c'est facile d'entrer. Donc c'est mieux que quand elle commence à sentir le corps, mais il y a aussi des mamans, chez elles, le sujet est tabou. Donc elle préfère que sa fille vive une vie comme ça en cachette. Et elle-même, non, ma fille est encore une petite fille. Hein. Alors qu'il y a déjà le boulevard là-bas en bas. Le boulevard. Donc il faut faire très attention. Nous sommes dans une société où la jeunesse a besoin de communication sincère et honnête pour protéger et préserver les enfants de certaines choses. Donc, aller à l'école et travailler, pour moi, ce n'est pas un mal en soi. Mais une femme qui arrive jusqu'à ce niveau, elle doit déjà avoir été accompagnée à partir d'un moment pour sa maturation psychologique et pour son équilibre et sa stabilité émotionnelle. Hotep. Alors, Fred, tu parles d'accompagnement. Est-ce à dire que nos mamans, c'est-à-dire dans l'Afrique ancienne, nos mamans étaient bien accompagnées, bien structurées, elles savaient faire la part des choses? Oui, bien sûr, la différence entre la société traditionnelle et la société actuelle. Parce qu'il faut apporter des précisions. Les femmes qui sont dans la tranche de... À partir des mamans, il y a les mamans de 30 ans, oui, qui ont les enfants de 15 ans. Voilà. Les femmes qui sont à partir de la tranche de 30 ans jusqu'à 60 ans, elles sont à 90% influencées par la culture occidentale, par l'école occidentale. C'est-à-dire, c'est que elles ont vécu à leur époque. Il n'y avait plus les écoles traditionnelles pour éduquer les femmes. Donc elles évoluent avec des mamans chrétiennes qui disaient que Jésus va te trouver le bon mari. Jésus va te trouver le bon travail. Il n'y a rien de plus puissant que Jésus. Et il y a combien de mères ont dit que Jésus va faire Jésus après leur fille est dans l'ondem. C'est-à-dire que leur fille se retrouve dans un vide existentiel. Elle a beau trouver le travail, mais le mari n'est pas là. Le bon mari n'est pas là. Combien de personnes se sont mariées à l'église et se sont séparées après? 1 an, 2 ans plus tard. Chez les pentecôtistes, les églises du sommeil là. Même le mariage à l'église catholique. Parce que les gens estiment que c'est une garantie de Dieu. Alors qu'il y a des gens qui ne sont, les pygmées là, qui font 40 ans de mariage, 60 ans. Nos arrière-grand-mères qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne connaissaient pas Allah, qui passaient toute leur vie au mariage et qui faisaient des enfants et qui éduquaient bien leurs enfants, qui formaient des hommes, des grandes familles. C'est Jésus qui était là. Il faut arrêter ça. J'appelle ça la paresse intellectuelle. Quand une maman a des incapacités intellectuelles et mentales, quand elle manque des valeurs fondamentales de sa société, la connaissance de sa tradition, elle s'accroche sur Jésus. Parce qu'elle n'a rien à dire. Hein? C'est plus facile de dire que Jésus va te trouver le bon mari. Je vais prier pour que le bon mari... Ça, c'est des conneries. Bon, écoute, il faut que les mamans qui prient
pour que leur fille trouve de bons maris là. Hein? Elles prient pour que le cœur de leur fille batte à la même cadence et que ces filles demeurent toujours en santé et qu'elles ne tombent jamais malades. Ça, c'est un défi que je lance à ces mamans-là. Je lance un deuxième défi à ces mamans. Il faudrait que, quand leur fille est au salon, que la maman prie pour que le plat de nourriture qui est posé sur la table là se soulève pour venir trouver leur fille et se pose sur ses cuisses pour que leur fille mange. Pour monter l'efficacité de la prière, moi je veux les Elles vont parler de la foi. Justement, au nom de la foi, que la maman, elle demande à sa fille d'avoir la foi, que le plat va se déplacer de la table pour venir la trouver ici. Ça ne va jamais arriver. Dites aussi à ces mamans qu'au nom de la foi, que leur fille ne tombe jamais malade. Que leur fille n'ait jamais une déception amoureuse. Hein? Dites aussi à maman qu'au nom de Jésus et de la foi, que au boulot là-bas, leur fille n'ait jamais de harcèlement sexuel. Voilà. Voilà les défis que je donne aux gens. On est dans la pratique. Donc les gens vivent dans un monde de rêves. Pendant qu'il faut se préparer par la connaissance. C'est la connaissance qui libère, ce n'est pas la croyance, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la foi. Une maman qui connaît, qui a des valeurs qu'elle doit inculquer à sa fille, va lui dire les critères de sélection de l'homme que je viens de donner là. Au lieu de celle qui va dire, je vais prier pour qu'un bon mari vienne vers toi. L'autre qui dit à sa fille, un vrai homme doit être viril. Un vrai homme doit être intelligent. Un vrai homme doit être cultivé. Un vrai homme doit être responsable. Un vrai homme doit être respecté. Un vrai homme doit être protecteur. Voilà. Voilà les critères réels. On n'est pas dans les rêveries des rêves, des prières. Donc, et l'autre qui dit au nom de Jésus, l'autre qui dit au nom de Jésus là, il n'y aura jamais un bon résultat. Tu vois? Donc la connaissance est au-dessus de la foi et de la croyance. Je termine donc par là, je ne termine même pas encore. Il faut donc continuer en disant l'école traditionnelle dans laquelle nos arrière-grand-mères, qui, si elles vivaient encore aujourd'hui, devaient avoir 75 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. La génération là, c'est la génération qui était encore bien. Les jeunes filles étaient préparées par leur maman. On leur enseignait comment cuisiner. On leur enseignait comment maîtriser les menstrues, la période menstruelle. Calculer, comment calculer ça avec la lune. Oui. Avec la lune, pas avec le cahier. C'est avec la lune que les femmes calculaient la période menstruelle. Elles enseignaient à leurs femmes, à leurs filles, à quelle période le corps va commencer à leur parler. Et elles leur disaient, quand ton corps va commencer à te parler, tu viens me dire. Le corps parle, c'est-à-dire la puberté. Elles enseignaient aux femmes ce que c'est que l'homme. Que comme tu vois là, l'homme, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quand tu épouses un homme, quand tu vas l'épouser, s'il rentre du champ, ou de la chasse, ou de la guerre, ou même du commerce, ou du travail en général, quand il rentre, tu dois d'abord lui apporter de l'eau à boire. Tu l'accueilles à la porte. Ou même, quand il est encore en train de venir en route, tu pars l'accueillir. S'il a un sac, tu portes le sac. Tu rentres à la maison. Ensuite, tu lui donnes une cruche d'eau, un verre d'eau frais. Il s'assoit, il boit de l'eau. Quand il a fini de boire de l'eau, tu lui prépares un seau pour se laver. Avec du savon. Quand il finit de se laver, s'il veut manger immédiatement, tu apprêtes même déjà la table pendant qu'il se lave. Tu apprêtes la table et il ne faut jamais oublier l'eau. Et tout ça, tout ce qu'il faut, avec les fruits. Donc, quand il finit de se laver, s'il veut d'abord se reposer avant de manger, il passe se reposer. Le lit est bien dressé. Voilà comment il faut dresser le lit. Voilà comment tout ça. Les filles recevaient ces enseignements-là. Et quand l'homme vient maintenant manger, tu dois être assise à côté de lui. Pour l'accompagner, tu dois lui servir à manger. Tu te dis de lui servir. Toi-même, tu mets un petit plat. Tu manges avec lui, tu l'accompagnes. Quand il finit de manger, s'il a quelque chose à te dire d'urgent, vous en parlez. Dans le cas contraire, les causeries, les meilleures causeries entre l'homme et la femme se passent à 5 h du matin. Avant que le soleil ne sorte. C'est quand vous venez de vous réveiller, vous dites comment vous allez organiser la journée, ce qui s'est passé hier et tout ça. Parce que les causeries la nuit, parfois les mauvais esprits arrivent, captent les projets que vous avez et pas te gâter. C'est mieux de causer quand la matinée arrive, c'est-à-dire avec l'arrivée du soleil. Voilà, les filles connaissaient ça. Est-ce que les filles d'aujourd'hui connaissent ça?
On n'a pas le temps. Voilà. Sur WhatsApp, Voilà, vous êtes sur WhatsApp, voilà. Ensuite, les mamans enseignent à leurs filles que quand tu vois déjà ton mari commencer à fréquenter un type d'homme qui est bizarre, il faut l'avertir. Parce que l'homme là peut gâter ton mari, peut faire ceci, peut faire cela. Toi, la femme, tu as des pressentiments. Quand tu sens un homme qui n'est pas bien, qui marche avec ton mari, il faut attirer son attention. Tu lui fais des suggestions, des propositions. Ce n'est pas que tu l'obliges à te suivre. Voilà, que chérie, voilà, je vois que le monsieur là, il est comme ça, il est comme ça. Ce n'est plus bien, ce n'est pas bien qu'il vienne ici à la maison. Ou que quand le monsieur là vient ici à la maison, il me regarde souvent un genre. Donc, je préfère que tu le gardes à distance. Ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Si un jour, il arrive ici que toi tu n'es pas là, il peut me violer. Voilà. Donc les mamans préparaient déjà leurs filles à ne pas recevoir les cadeaux des amis de leur mari. L'ami de ton mari ne doit pas arriver à la maison. Il dit qu'il t'a gardé un régime de plancton. Tu prends. Cela dit, il doit le donner quand tout le monde est là. Oui, oui, oui. Il vient rendre visite à son ami. Il ne vient pas te rendre visite. Un étranger, l'ami de ton mari, le frère, ne vient pas te rendre visite. Il vient à la maison quand ton mari est là. Voilà, voilà les enseignements qu'on donne aux femmes. Un étranger te donne l'argent, tu ne prends pas. Tu ne prends de l'argent que celui que tu as travaillé. Ou alors celui que ton mari te donne, ou ton parent te donne, ou ton frère ou ta soeur te donne. L'argent des amis de ton mari, des frères de ton mari, ou des étrangers même dehors. Que ce soit les collègues de travail, que ce soit les camarades de ceci, tu ne prends pas l'argent des gens. Voilà, voilà ce qu'on enseignait aux filles. Est-ce que les mamans connaissent, elles disaient ça aux filles aujourd'hui. Les mamans qui disaient qu'elles sont trop intelligentes là. Pourquoi vous n'enseignez pas ça à vos filles? C'est très difficile. Voilà. Et puis, une fille en public, elle s'assoit, elle croise les jambes. Parce qu'elle ne doit pas ouvrir la porte des étoiles, ça ne doit pas être visible. Une fille en public, quand on sert à manger, hein, elle attend d'abord voir comment ça se passe. Si elle n'est pas dans son milieu, si elle est dans son milieu, elle part au service pour servir les gens. Et tout ça. Une femme, la femme de quelqu'un, quand elle est dans un milieu où il y a un buffet, où il y a la fête, quelqu'un ne doit pas venir la tirer pour lui dire que viens d'abord à côté, je vais te dire quelque chose. Elle ne part nulle part. Voilà. Voilà les valeurs que les mamans enseignent. Quand tu es enceinte, voilà ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Quand maintenant il faut accoucher, s'il n'y a personne, voilà comment te faire accoucher toi-même. Est-ce que les mamans enseignent à leurs filles comment se faire accoucher aujourd'hui? Voilà. On a les gynécologues, voilà. On a l'hôpital. Voilà. Mais quand tu accouches en brousse, tu fais comment? L'enfant va mourir. Si tu es allé au champ, où tu étais en train de fuir la guerre, tu es enceinte, et que tu te retrouves dans cette situation, tu vas accoucher comment? Hein? Voilà. Comme au Soudan, là, actuellement, la guerre civile qui est au Soudan. Les gens fuient la guerre, ils sont en brousse. Et la grossesse arrive. On fait comment pour enfanter? On fait comment pour nettoyer l'enfant? Voilà. Donc les mamans d'avant anticipaient sur ce genre de situation. Et donc, les premiers vaccins qu'on doit donner à l'enfant, quand il vient de naître, il met ceci, quand il a 1 an, quand il a 2 ans, 3 ans, il y avait les vaccinations traditionnelles. Ce n'était pas les vaccinations au BCBG qui paralysent même les enfants, qui parfois les rendaient impuissants. Oui. En bas là-bas, le pylône ne fonctionne plus bien, il te dit qu'il a les faiblesses sexuelles. Moi, on ne m'a jamais vacciné. Quand j'étais enfant, c'était les scarifications. Il y avait déjà les vaccins. Avant moi-même, il y avait déjà les vaccins, avant ma naissance. Mais mon père ne m'a pas vacciné. C'est pour ça qu'il est très difficile de tomber malade. Très difficile. Je peux faire 10 ans, 15 ans sans tomber malade. Je peux seulement avoir un petit souci si j'ai mangé un mauvais piment. Ça me purge. C'est tout. Je peux avoir les maux de tête peut-être parce que j'ai trop travaillé. Ou j'ai la grippe. Et la grippe, on peut l'attraper soit via le froid, soit via l'extrême poussière qu'on a, les particules de poussière qu'on a absorbées peut-être dans un voyage, au cours d'un voyage. Voilà les seuls problèmes. Le palu, la fièvre, je ne peux pas avoir des choses comme ça. Impossible. Au niveau de la virilité, alors ne viens pas me tester parce que je suis très compliqué là-bas. Je ne prends ni Viagra, ni Bitacola, ni tout ça. Si je mange même ça, c'est parce que je suis en public avec les gens. Ce n'est pas parce que je cherche la virilité. Hein? Donc, il y a cet ensemble de valeurs. Quand ton mari est malade, voilà comment l'entretenir. Voilà ce qu'il faut faire. Quand la belle famille arrive, voilà comment on accueille la belle famille. Voilà comment tout ça. Tu vois?
Et voilà comment on éduque un enfant, comment on éduque la fille, comment on éduque le jeune garçon, comment on est... Tout ça, voilà l'école traditionnelle. Une jeune fille, une femme doit être respectueuse. Elle doit être réservée. Elle ne doit pas trop bavarder quand elle est en public. Elle ne doit pas trop prendre la parole à tort et à travers. Elle doit être plus observatrice que bavarde. Plus observatrice que bavarde. Donc, voilà les valeurs. Une femme doit être propre. Le matin, elle doit prendre son bain. En journée, quand elle rentre du travail, elle doit prendre son bain. Le soir, avant de dormir, elle doit prendre son bain. Et pendant qu'elle saigne, elle doit se nettoyer de temps en temps. Voilà. Parfois, même quand elle part au pot ou aux toilettes, elle doit prendre son petit bain intime. Elle doit être toujours propre. Pendant la période menstruelle, et c'est qu'à telle période, elle peut concevoir, à telle période, je ne peux pas. Voilà. Et pendant qu'elle est en période menstruelle, où ça coule, elle ne doit pas approcher un homme. En réalité, même, elles allaient plus loin. Elle disait que même la nourriture, tu ne dois pas cuisiner. Parce qu'en cuisinant cette nourriture, elle sera souillée. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, il y avait toujours une personne pour assister. Soit la maman venait à cette période pour assister sa fille. Donc, tu allais voir qu'à une période du mois, la maman vient pour préparer pour le mari de sa fille. Parce qu'elle sait que sa fille est impure. Elle ne peut pas toucher la nourriture. Voilà. C'est comme ça que la société fonctionnait avant. Et ça fait donc que ces mamans étaient responsables. Elles allaient au champ, elles faisaient du commerce, d'autres travaillaient même. Mais il y avait des heures raisonnables. On savait qu'une femme mariée doit quitter sa maison à 8 heures. C'est-à-dire elle a de 6 heures à 8 heures pour apprêter les enfants. Et elle doit rentrer chez elle au plus tard à 15 heures. Je crois qu'à l'époque d'Amadou Ahidjo, c'était ça. Il était impossible de voir les femmes qui rentrent du boulot à 18 ans à cette époque-là. Parce que la société était encore bien structurée. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, une femme sort à 7 heures, rentre à 21 heures. D'autres partent travailler la nuit. Elles passent la nuit là-bas. C'est celles qui font la garde dans les hôpitaux là. Donc quand elle rentre le matin, c'est à l'heure où son mari, lui, va au boulot. Quand son mari rentre le soir, c'est à l'heure là qu'elle va à l'hôpital. Donc les gars se croisent toujours en chemin comme ça là. Les chemins croisés. Ça fait quoi? Ça fait que la femme commence à tisser ses relations là-bas à l'hôpital. Puisque son vrai mari, c'est celui avec qui elle est constamment à l'hôpital. Celui de la maison là, lui, il ne se croise jamais. Tu vois le cycle là. Le matin, c'est là où elle rentre, pendant que son mari sort. Le soir, quand son mari rentre, c'est là où elle va au travail. Donc, on se croise comme ça, chaque fois. Mais une femme a besoin d'affection et d'équilibre. Elle va chercher donc là-bas à l'hôpital. Donc, son vrai mari, c'est à l'hôpital. Et les femmes qui passent toutes les journées au boulot, son vrai mari, c'est dans le lieu de travail là-bas, puisqu'elle passe plus de temps avec lui. Une femme qui sort de chez elle à 7 heures, qui rentre à 20 heures, elle passe plus de temps avec l'un de ses collègues qui lui plaît, et la relation naît. Tu vas lui reprocher quoi? Elle n'est pas avec son mari. Et quand elle rentre le soir, elle dit qu'elle est fatiguée, soit parce qu'elle a beaucoup travaillé, mentalement, soit beaucoup parce qu'on l'a beaucoup pilonné, et elle ne peut plus se donner à toi. Et les problèmes commencent dans le foyer. Par conséquent, nous sommes donc aujourd'hui dans une société qui favorise de plus en plus de ruptures de mariage et de célibat. C'est-à-dire, les femmes de la tranche de 25 ans à 60 ans aujourd'hui sont à 70% célibataires. 70%. On enlève celles qui sont des veuves. Je dis, on parle des femmes qui n'ont pas pu avoir une relation émotionnelle stable et durable. C'est toujours des relations de 2 ans, 3 ans, 5 ans, maxi 10 ans. Après, ils se séparent. Donc, quand on fait le bilan de la société aujourd'hui, les femmes sont à 70-75% célibataires. À cause du modèle de société dans lequel on vit. Et aussi parce que les mamans, n'ayant plus les valeurs que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, n'ont plus la possibilité d'enseigner des capacités, de diffuser ces enseignements à leurs filles. Pour qu'on puisse réduire cette situation de célibat. Donc, notre société actuelle est véritablement malade. C'est la raison pour laquelle il était impératif de faire une émission comme celle-ci. Ah oui. Très important.
la femme n'a de valeur que lorsqu'elle est bien accompagnée, c'est-à-dire par un homme, et que lorsqu'elle est dans un foyer stable. Bon, toutes les femmes ne peuvent pas faire des enfants, mais quand elle est bien accompagnée, elle est respectée. Voilà ce que nous pouvions donc dire dans le cadre de cette émission. Au TEP. Alors, Frère Todd, c'est ici que prend fin. C'est toute autre production. Vous l'avez bien sûr vécu. Plus d'une heure passée, peut-être de 30 minutes. Nous sommes rendus à la fin. On vous dit, surtout les femmes indépendantes là, Todd a si bien dit, chacune d'entre nous connaît déjà la position et ce qu'elle devrait faire pour que la société puisse évoluer, pour qu'on revienne à notre façon de faire. À une société saine, une société dotée de valeurs. Et des valeurs qu'on mérite déjà, parce qu'elles ont fait cela en avant. Pourquoi pas nous? Alors il est temps pour nous, femmes, que vous soyez ici au Cameroun, en Afrique, même en Europe, de l'autre côté, en Asie, sachez que la femme auparavant était ce qu'on appelait femme. Aujourd'hui, essayons de refaire un retour à nos propres valeurs ancestrales. Alors, au TEP, on se dit à très prochainement. À très bientôt. Une autre production.